je vous propose ce soir, c'est une petite balade en philosophie des sciences et en philosophie des sciences cognitives parce que donc, je suis docteur en philosophie et à la semaine du cerveau, j'imagine que de manière générale, vous avez plutôt eu des conférences et des activités autour de questions scientifiques sur le cerveau, sur les comportements humains. Et donc, voilà, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la philosophie peut apporter aux sciences cognitives et qu'est-ce que c'est que la philosophie des sciences cognitives, finalement. Donc, on va commencer par cette question. Qu'est-ce que la philosophie des sciences cognitives? Alors, on va commencer par les sciences cognitives en général. Donc, ça va être la science, le processus de recherche de connaissances sur le cerveau, le comportement humain, un certain nombre de capacités mentales du cerveau, comme la production de la parole, nos émotions ou toute autre capacité mentale. Et la philosophie des sciences, c'est une pensée, une réflexion qui prend pour objet de recherche la science elle-même, c'est-à-dire la science comme activité humaine de production de connaissances, de recherche de connaissances sur, alors dans notre cas précis de philosophie des sciences cognitives, sur le cerveau et les comportements humains. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question sur la science? Les questions qu'on se pose, ça va être des questions du style: quelles sont les méthodes les plus appropriées pour interroger le cerveau, pour explorer le cerveau et nos capacités mentales? Peut-on être vraiment sûr de ce qu'on avance sur le fonctionnement du cerveau? Jusqu'à quel point les expériences scientifiques qui sont menées dans les laboratoires de sciences cognitives peuvent valider, vérifier les hypothèses qui sont développées par les scientifiques? Quelle est la portée, la valeur des connaissances scientifiques qu'on établit sur le cerveau? Et on peut aussi se poser des questions d'éthique de la recherche. Comment est-il correct, bien, acceptable de faire de la science sur le cerveau et les comportements humains? Donc ça, c'est vraiment très globalement ce que la philosophie des sciences, et en particulier la philosophie des sciences cognitives, apporte dans le champ scientifique de la recherche. C'est une réflexion, en fait, de la science, de la recherche sur elle-même. Dans ma thèse, ce que j'ai fait et dans mon travail en général, c'est-à-dire mon sujet de recherche en général, les questions que je me pose, ce sont des questions sur les modèles et sur les concepts qui sont utilisés en sciences cognitives en général, et l'influence que ces concepts et ces modèles vont avoir sur la manière dont on fait la science, sur la manière dont les scientifiques se posent les problèmes et tentent d'y répondre. Et moi, ma thèse, je l'ai faite sur le concept de perception, et ça, on va y arriver dans le reste de la conférence. Alors, quand je parle de modèles qui sont en jeu dans la science, je parle vraiment de modèles, d'images internes que le scientifique va avoir de son objet d'étude, des attentes qu'il va avoir sur ce qu'il cherche à explorer, et à quel point ces images, ces visions qu'il a de son objet de recherche va le guider dans les différentes phases de sa recherche, pardon, j'ai oublié de changer de slide, va le guider dans tout un tas de phases de recherche différentes, non seulement les questions qu'il va se poser sur le cerveau, mais aussi la manière dont il va formuler ses hypothèses, dont il va designer ses expériences dans les laboratoires, et également la manière dont il va interpréter les résultats qu'il va obtenir de ses expériences. Alors, je vais vous donner un petit exemple en dehors du champ de la science, simplement pour faire venir l'intuition de ce que je raconte quand je parle de modèle. Imaginez qu'on vous donne une boîte fermée, vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur, et vous découvriez ce qu'il y a dans la boîte, et à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc vous avez une tâche de recherche à effectuer sur cette boîte. L'idée, c'est que selon vos attentes de ce qu'il peut y avoir dans la boîte, vous allez vous faire une idée de ce qu'il pourrait y avoir dans la boîte. Alors, en particulier, si vous me connaissez, si vous connaissez un peu les circonstances dans lesquelles je vous donne la boîte, vous allez, si c'est un cadeau par exemple, vous allez imaginer par rapport à la taille de la boîte, ce que vous savez de la taille des objets du monde, etc. Vous allez commencer à réfléchir à ce qu'il pourrait y avoir dans la boîte, même si c'est inconscient, et vos suppositions vont avoir des conséquences sur la manière dont vous allez explorer cette boîte. Donc, par exemple, si vous supposez que c'est possible que la boîte soit fragile, ou si vous supposez que peut-être dans cette boîte, il peut y avoir un être vivant, vous allez éviter
de prendre la boîte et de la secouer très très fort dans tous les sens, comme d'ailleurs le fait mon enfant de 1 an à chaque fois que je lui donne quelque chose. Donc, enfin, l'idée derrière ce petit exemple, c'est que une idée préconçue de ce qu'il pourrait ou ne pas, ou ce qu'il pourrait y avoir ou ne pas y avoir dans cette boîte va avoir une influence sur la manière dont vous allez approcher la boîte pour essayer de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vos suppositions vont avoir une action sur vos stratégies d'exploration et de recherche du fonctionnement ou d'une chose. Et l'idée, c'est que, pardon, l'idée, c'est que dans les sciences cognitives et le cerveau, et dans les sciences en général, c'est un peu la même chose. Selon l'image que l'on a du fonctionnement du cerveau, l'idée que l'on se fait de comment le cerveau doit fonctionner, on ne va pas interroger le cerveau de la même manière. Alors, à présent, je vais passer à un exemple historique en histoire de la psychologie. Je vais vous parler à présent d'une vision du cerveau que l'on avait, que l'on a eue, que la psychologie a eue au début du 19e siècle. Et comment cette vision, alors qui est erronée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette vision, on l'a réfutée, comment elle a pu avoir un impact important sur la manière dont on a questionné le cerveau. Alors l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de la phrénologie. Vous êtes peut-être pour certains familiers de ce terme et de cette partie de l'histoire. La phrénologie, c'est une nouvelle conception du cerveau qui a été développée au début du 19e siècle par un médecin allemand qui s'appelait Franz Joseph Gall, et qu'on a appelé la phrénologie, je crois, un peu plus tard. Et l'idée de la phrénologie, c'est que certaines facultés mentales, les facultés mentales, en fait, sont réparties spatialement au niveau du cortex, avec chaque partie du cerveau qui correspond à une faculté très particulière. Donc, par exemple, vous pouvez regarder sur sur le petit dessin, parce que excusez-moi. Donc, sur le petit dessin, sur la droite, il y a un schéma des différentes parties du cerveau et de l'association entre zones du cerveau et facultés mentales auxquelles ces zones du cerveau étaient censées se rapporter pour les phrénologues. Il y a du coup la zone de la prudence, la zone du courage, la zone de l'amour parental, et il y en avait un certain nombre, hein, c'était assez fourni. Et il y avait aussi cette idée, alors bon, ça c'est une première idée, il y avait l'idée surtout qui était fondamentale pour toute cette conception du cerveau, que la grosseur, le développement des zones du cerveau correspondait au développement de la faculté correspondante en question. Donc si au-dessus de l'oreille gauche, on avait une bosse, ça signifiait qu'on était particulièrement prudent. On avait la faculté de la prudence qui s'était développée et en se développant avait fait grossir cette partie-là du cerveau, ce qui générait une bosse sur le cerveau. Alors vous êtes peut-être familier, on a gardé quelques expressions du temps de la phrénologie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la bosse des maths, qui en fait correspond en phrénologie à cette zone du cerveau qui avait été identifiée par Franz Joseph Gall comme étant la zone correspondante du crâne en dessous de laquelle se situait la zone du cerveau qui avait pour fonction la maîtrise des nombres et des concepts mathématiques. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début, aujourd'hui, la phrénologie ça a été réfutée par les sciences cognitives modernes. Donc c'était quand même il y a 200 ans. On a quand même fait des progrès depuis. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce qui est important pour ma question aujourd'hui, c'est le type de questions que les phrénologues se posaient à l'époque et que les savants, c'était les savants de l'époque, hein, c'était les psychologues de cette époque se posaient, et les méthodes qu'ils utilisaient et à quel point en fait les questions qui étaient posées au sein de cette communauté de savants étaient orientées, étaient modélisées par cette conception du cerveau. Alors,
le type de question qui était posée, c'était par exemple, combien y a-t-il de facultés mentales à localiser? Ou des questions de localisation. Où se situe la faculté qui nous permet, par exemple, alors il y a des facultés un peu étranges, comme la faculté de vénération. Alors, bon, je dis étrange, hein, évidemment, c'est par rapport à ce qu'on sait du cerveau aujourd'hui, ça paraît être une conception du cerveau vraiment obsolète. Ou alors ça c'est une petite anecdote assez amusante aujourd'hui. Dans les zones du cerveau, il y avait du coup une zone qui était, selon la phrénologie, spécialisée dans l'instinct de destruction ou alors l'instinct de meurtre. Du coup, ça c'est une faculté de meurtre qui crée une bosse qui était apparemment particulièrement prépondérante chez les criminels. Et alors, au cours des recherches en phrénologie, une partie des expérimentateurs ont retrouvé la bosse du meurtre, si on peut l'appeler comme ça, chez des moutons. Et la question du coup qui a vraiment été sujet à débat historiquement, c'est la question de comment est-ce possible, comment expliquer cette anomalie du système qu'il y ait une bosse du meurtre chez le mouton. On ne connaît pas de comportement meurtrier chez le mouton. Et parce que la question était posée comme ça, les réponses peuvent aujourd'hui nous paraître très étranges. Il y a eu des phrénologues qui ont répondu à ce type de questions en disant oui, mais finalement, quand le mouton il broute l'herbe, est-ce que ça n'a pas une signification de destruction qui peut s'apparenter à un meurtre et donc qui peut correspondre à ce type de faculté mentale, mais associée à différents environnements. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont ce type de questions qui ont été posées et pas la question qu'on a mis en fait énormément de temps à se poser, à savoir est-ce que le modèle de la phrénologie est vrai? Est-ce qu'il existe effectivement une cartographie faculté mentale cortex de telle sorte que sont bien différenciées dans des petits bouts de cerveau des facultés spécifiques où en plus la masse cérébrale correspondrait au développement de la faculté. Aujourd'hui, cette idée fondamentale est réfutée, mais cette idée-là a été une idée fondamentale qui n'a pas été réfutée pendant longtemps et a guidé énormément de questions de la recherche. Les questions étaient posées à partir du modèle, en fait, et pas sur le modèle. Alors, il y a les méthodes aussi qui ont été impactées, mais je vais passer pour continuer un peu plus vite. Alors, maintenant, revenons au présent. On pourrait se dire, effectivement, c'était il y a 200 ans. Nous avons fort heureusement bien avancé dans la recherche en sciences cognitives depuis le début du 19e siècle, et on pourrait se dire, bon, bah, finalement, les phrénologues, ils s'étaient trompés. Ils avaient une conception du cerveau qui était encore liée à tout un tas de croyances populaires. Mais aujourd'hui, on a réussi, on traque, les scientifiques traquent ces croyances populaires et on a un rapport au cerveau beaucoup plus pur. Le scientifique pose des questions directement à son objet de recherche, directement à la nature, sans passer par l'intermédiaire de croyances ou de modèles imaginaires. Oui, on pourrait se dire ça, mais l'humilité voudrait plutôt que on se dise, bah, en fait, non, le scientifique aujourd'hui, comme le scientifique d'hier, travaille encore avec des modèles, alors certainement avec des modèles qui sont peut-être meilleurs que les modèles du passé, mais lorsqu'on regarde la science d'il y a 200 ans avec nos yeux aujourd'hui, on peut regarder à quel point ça nous paraît absurde, enfin, on peut se dire à quel point ça nous paraît absurde, à quel point, avec ce qu'on sait aujourd'hui, les connaissances sont obsolètes, mais on peut essayer d'avoir le regard un peu vers le futur et se dire peut-être que dans 100 ans, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, la conception du cerveau qu'on a aujourd'hui, sera peut-être aux futurs scientifiques d'il y a 100 ans aussi absurde que la phrénologie aujourd'hui pour les scientifiques d'aujourd'hui. L'idée étant que, en fait, les conceptions que l'on a du cerveau ne sont pas seulement le fruit d'effets scientifiques vérifiés, mais sont le fruit d'idées fondamentales, de modèles aussi largement inconscients, qui sont en plus indispensables, qui nous guident dans la recherche. Mais si on part de ce principe, donc, que dans le champ scientifique,
le scientifique utilise pour avancer à la fois des faits bien avérés et tout un ensemble d'idées qui lui viennent plutôt d'une préconception du cerveau, on peut se dire, OK, mais comment on va pouvoir faire la part des choses entre ces deux types de connaissances, de guides. Alors, cette question, elle est vraiment très complexe, de savoir comment être sûr qu'un fait appartient à l'ensemble de ces faits vérifiés scientifiques et à quel point un fait est plus ou moins est moins solide que prévu, etc. Ça, c'est une question qui, en fait, se pose pour beaucoup de philosophes dans le monde entier qui cherchent à répondre à cette question-là. Mais ce que je vais vous présenter à partir de maintenant, c'est que la science elle-même et la discipline des sciences cognitives en elle-même a les ressources pour identifier les conceptions erronées sur le cerveau et pour les remettre en cause. Simplement, ça prend un peu de temps. En fait, il y a certains débats scientifiques, et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un débat actuel en sciences cognitives. Il y a des débats scientifiques où un grand nombre de résultats scientifiques vont remettre en cause une idée qui était plus ou moins admise par tout le monde. Et en fait, cette idée plus ou moins admise par tout le monde faisait partie d'un modèle partagé par l'ensemble de la communauté scientifique de ce qu'on attendait du cerveau, de l'objet de la recherche de la communauté, et qui en fait a été réfuté par un ensemble de résultats scientifiques. Alors, je vais vous illustrer cette idée avec mon travail de thèse qui porte sur le concept de perception. Alors, je tiens à vous dire que c'est donc un débat actuel. Donc, ce que je vais vous présenter là, ce n'est pas les résultats d'une recherche admise et validée par énormément d'expériences différentes. Voilà, je ne vais pas vous présenter un résultat de recherche, je vais vous présenter un débat qui se joue aujourd'hui même dans la communauté scientifique sur la perception. Et donc, l'idée, c'est aussi de vous montrer que, en fait, dans les laboratoires et dans les discussions entre scientifiques, il n'y a pas seulement communication de découvertes et la science n'avance pas, en fait, par progression successive de découvertes sur telle ou telle partie du cerveau ou du comportement humain, mais qu'en réalité, il y a énormément de discussions sur ce que signifie ce qu'on est en train de faire et qu'il y a beaucoup de discussions sur les concepts mêmes de la science. Alors, la perception. Déjà, la perception, ce n'est pas tellement un terme qu'on utilise au quotidien, c'est plutôt un terme qui est déjà scientifique. Alors, pour les scientifiques, qu'est-ce que la perception? C'est grosso modo l'activité mentale qui nous permet d'obtenir de l'information sur notre environnement extérieur par nos 5 sens. Alors, la vision, l'olfaction, le goût, le toucher, l'audition. C'est bon, j'ai les 5. Excusez-moi, je vais tousser. Alors, dans la recherche aujourd'hui, quand on étudie les fonctions mentales, les capacités du cerveau, les fonctions mentales en particulier de l'humain, on sépare les différentes fonctions les unes des autres pour pouvoir les étudier. Alors cette séparation, elle n'est pas comme au temps de la phrénologie, elle n'est pas spatiale, c'est-à-dire qu'on ne découpe pas le cerveau pour l'étudier en petits morceaux, mais on va en un sens découper les capacités mentales selon selon une certaine classification. Et ça permet en fait une division du travail scientifique, c'est-à-dire qu'on va quand même se partager la tâche. Il y a certains laboratoires qui vont étudier la capacité du langage, et puis il y en a d'autres qui vont étudier la vision. Ça permet de spécialiser et puis d'avancer sur ces différentes tâches qui a l'air d'être des fonctions mentales du cerveau. Et donc, du coup, on cherche à identifier les processus cérébraux qui permettent la production du langage, par exemple la vision, la prise de décision, le contrôle moteur, etc. Et donc, voilà, comme je le disais, les processus sont distribués dans le cerveau, aussi bien qu'il n'existe pas de zone exclusivement dédiée à telle ou telle faculté. Mais il se trouve que lorsqu'il s'agit de la perception, donc, comme je disais, de l'ensemble des processus qui permettent d'obtenir de l'information sur le monde à travers nos 5 sens, l'idée classique, alors quand je dis l'idée classique, c'est l'idée classique contemporaine, encore défendue par une partie de la communauté des scientifiques aujourd'hui, est que les processus perceptifs travaillent de manière plus ou moins isolée du reste du cerveau.
L'idée, c'est la suivante, c'est que le cerveau, c'est une machine qui va traiter de l'information pour permettre l'action, enfin oui, pour permettre l'action, enfin d'autres choses aussi, et que les systèmes perceptifs sont en fait des informateurs du cerveau qui auraient pour fonction principale de transmettre une information, alors une information de qualité, donc ces processus font beaucoup de choses pour transmettre une information de qualité, mais leur fonction, c'est vraiment de transmettre une information de ce qu'il y a dehors, ici et maintenant, pour que le cerveau puisse utiliser cette information et la traiter et agir correctement, garder en mémoire un certain nombre d'informations, etc., etc. L'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin que les systèmes perceptifs, du coup, soient en relation avec le reste des fonctions mentales pour fonctionner. L'ensemble des processus perceptifs n'aurait besoin, en fait, que d'avoir un canal de transmission, mais dans un seul sens, depuis l'extérieur vers l'intérieur du cerveau. Alors, les arguments sont assez nombreux pour parler pour valider cette vision de l'esprit. Alors avant, on va juste, dans cette slide, j'ai juste écrit noir sur blanc ce que cette conception du cerveau suppose. Donc cette conception du cerveau qui est encore défendue, comme je disais, par un certain nombre de scientifiques. Il existe un ensemble de processus mentaux spécifiques à la fonction de percevoir, sans influence. En fait, il me manque un bout du slide sur mon écran, sans influence d'autres facultés mentales comme la mémoire, les désirs, les croyances, etc. Alors, en termes un peu plus scientifiques, les systèmes perceptifs sont des modules. On a parlé de conception modulaire de l'esprit. Les systèmes perceptifs sont des modules du cerveau qui sont impénétrables par le reste des fonctions mentales. On parle, ça c'est le terme, le jargon scientifique, on parle de l'impénétrabilité cognitive de la perception. Alors, il y a tout un tas d'arguments, comme je disais, en faveur de cette idée que les systèmes perceptifs sont des modules informateurs du cerveau. Je vous en donne trois rapidement. Le premier, c'est l'idée que la perception est fiable. Alors non seulement elle semble être fiable, c'est-à-dire que grâce à nos cinq sens, on obtient des informations fiables sur ce qu'il y a autour de nous, ici et maintenant. Et puis on a plutôt intérêt à ce que cette information soit relativement fiable, puisque bon, là, l'image que j'ai mise, c'est un tigre, mais il est plutôt préférable de pouvoir identifier l'imminence de l'attaque d'un tigre pour pouvoir survivre et peut-être s'échapper. L'idée étant que pour que les systèmes perceptifs soient fiables, il ne faudrait pas que ce que nous présente la perception soit influencé par nos désirs ou nos peurs ou nos émotions ou nos croyances. Donc, par exemple, si j'ai très très envie d'avoir un chaton dans ma vie et que je vois un tigre, si à cause de cette, alors bon, ça paraît farfelu, mais si à cause de ce désir, je perçois le tigre comme étant une sorte de gros chaton trop mignon, ça va assez mal se passer pour moi, certainement. Alors, le deuxième argument, c'est l'argument de la vitesse des processus de perception. Lorsque les systèmes perceptifs reçoivent l'information physique, alors que ce soit l'information lumineuse pour les yeux, que ce soit les ondes sonores pour les oreilles, le processus qui va amener à la conscience la perception de l'environnement est quasi immédiate. Enfin, immédiate, mais elle est vraiment très très rapide. Par contraste, si je vous demande, bon, à votre avis, qu'est-ce que vous ferez dans 10 ans? La réponse que vous allez me donner risque de prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce que vous allez délibérer, vous allez essayer de mettre en rapport un certain nombre de choses que vous avez dans votre esprit. Donc, alors, à la fois vos désirs, à la fois ce que vous savez du monde. Alors, en ce moment, c'est un peu difficile de savoir de se projeter dans l'avenir pour tout un tas de raisons. Pardon, je vais tousser. Mais voilà, l'idée, c'est qu'un processus qui prend en compte énormément de choses, qui intègre beaucoup d'informations les unes avec les autres, ça prend du temps. Or, la perception est un processus très rapide, donc on pourrait penser qu'elle ne prend que très peu d'informations en compte, et donc avec un peu de chance, elle ne prend en compte que l'information qui provient de l'extérieur. Et
évidemment, la travaille pour produire une information utile et bien formée pour le reste du cerveau. Mais il n'empêche que du coup, le système perceptif n'a pas besoin d'informations du reste du cerveau pour produire une information. Là, le dernier argument qui est assez intéressant, qu'on appelle la persistance des illusions perceptives, c'est l'idée qu'un certain nombre d'illusions, alors là, par exemple, sur le slide, c'est un exemple d'illusion visuelle, c'est l'illusion de Müller-Lyer. Il y a un certain nombre d'illusions perceptuelles qui ne s'évaporent pas, alors même que le sujet qui est sous l'illusion a connaissance du fait qu'il est en train de mal percevoir. Alors, dans cet exemple de l'illusion de Müller-Lyer, normalement, vous voyez le trait du haut comme étant plus long que le trait du bas, le segment. Or, si vous prenez une règle, si vous avez une règle à côté de votre ordinateur et que vous mesurez les deux lignes, il se trouve que ces deux lignes font exactement la même taille. Mais voilà, bon, vous imaginez bien, c'est à cause du bout des flèches sur les côtés, ça produit une illusion de longueur différente. Et le fait que vous alliez vérifier, que vous mesuriez, que vous vous persuadez vous-même que effectivement les lignes sont de même taille, ça ne changera rien au fait que vous allez continuer à percevoir ces lignes comme étant de longueurs différentes. L'idée étant donc que le percept, l'information, l'image, pour le cas des yeux, qui est produit, qui est envoyé au reste du cerveau par le système visuel, ne passe pas, ne prend pas en compte nos connaissances sur ce qu'il y a réellement dans le monde, puisque là, je sais qu'il y a réellement dans le monde deux lignes de taille égale, mais je ne peux pas m'empêcher de les voir de tailles différentes. Donc voilà pour le dernier argument. Cette conception du cerveau que les systèmes perceptifs, du coup, sont une sorte de module informateur du reste de la cognition dans cette construction d'informations qui passe simplement de la perception vers le reste du cerveau, elle a vraiment eu beaucoup d'impact dans l'organisation de la recherche, dans le sens où on a considéré les systèmes perceptifs, enfin, on considère encore aujourd'hui pour beaucoup, et à raison, pour un certain nombre de raisons, on a considéré les systèmes perceptifs comme étant un objet de la recherche, comme étant une partie du cerveau que l'on pouvait étudier plus ou moins en isolation, en isolement par rapport au reste du cerveau. Alors, par exemple, dans le département d'études cognitives de l'ENS, là où il y a mon institut de recherche, l'Institut Jean Nicot, on a aussi un laboratoire du coup, j'imagine, on pourrait dire, qui s'appelle le laboratoire des systèmes perceptifs, donc qui a comme objet de recherche les systèmes perceptifs. Les cours aussi, je me souviens de mon master de sciences cognitives, dans lequel il y avait des cours qui étaient explicitement consacrés à la perception, au système perceptif. Là, je vous ai mis sur le côté des livres, des manuels de psychologie de la perception. Et l'organisation de la recherche avec ce modèle de l'esprit a aussi eu une influence sur le type de questions que l'on a posées au cerveau ou que l'on a posées à la perception, au phénomène, pour essayer d'expliquer le phénomène de perception. Et donc, on s'est posé la question, quelle est l'étendue de ces systèmes, quelle est la vitesse de ces systèmes, et quelle est la nature de l'information qui est transmise de ces systèmes au reste de la cognition. C'est ce que signifie en fait cette dernière question. Est-ce que ces systèmes apportent une information qui est déjà catégorisée ou déjà conceptualisée? Alors, je vais vous donner un exemple. Si on vous met par exemple, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un verre d'eau. Est-ce que, en regardant ce verre d'eau, est-ce que l'information que mes systèmes perceptifs apportent au reste de la cognition, c'est une forme, une couleur, une luminosité, et mon cerveau va interpréter cette image transmise par le cerveau comme un verre d'eau, ou est-ce que c'est le système perceptif lui-même qui traite l'information de telle sorte que ce qu'il envoie au cerveau, c'est l'information, entre guillemets, il y a un verre d'eau devant moi.
Donc ça, c'est tout un tas de questions qui se posent encore aujourd'hui, qui sont posées, qui ont été posées ces 10 dernières années à propos de la perception. Mais on ne s'est pas posé la question, ou en tout cas on commence à se la poser, mais ça a pris beaucoup de temps pour qu'on se pose la question, est-ce que les systèmes perceptifs sont réellement isolés de cette manière-là du reste de la cognition? Et alors, en fait, se poser cette question-là, ça revient à se poser la question, est-ce que les systèmes perceptifs constituent bien un système dans les processus mentaux en général, enfin, dans le système complexe et global que constitue le cerveau et la cognition humaine, plutôt le système nerveux humain. Alors, pourquoi ces questions sont plus ou moins équivalentes? J'ai essayé de trouver un raisonnement analogue sur autre chose. Alors évidemment, c'est une analogie, ça a des limites. Mais par exemple, là, je suis dans le bureau de mon appartement avec c'est une petite pièce carrée. Et je pourrais vous dire, ce qui vous rendrait certainement assez perplexe, en fait, dans cette pièce, il n'y a pas une seule pièce, il y en a deux. C'est deux pièces. Simplement, ces deux pièces ne sont pas séparées par un mur. C'est la seule chose qui manque. Mais du coup, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut vraiment répondre à ça, mais ce qu'on a envie de répondre à ça, c'est que je dis n'importe quoi. Parce que ça fait partie de l'idée même d'une pièce que d'être enfermé entre quatre murs, ou en tout cas d'être séparé du reste de la maison ou de l'appartement par une séparation. Là, l'idée, c'est un peu le même. C'est un peu la même, c'est que si on parle de système perceptif, mais qu'en fait, on n'a aucune manière de les isoler très clairement du reste des systèmes mentaux, est-ce que réellement on peut parler de système perceptif? Est-ce que réellement ça a du sens de les isoler alors qu'ils ne sont pas isolables, tout simplement? Et donc cette question qu'on ne s'est pas posée pendant longtemps, ça équivaut, si vous vous souvenez de l'exemple de la phrénologie, au fait que pendant longtemps on ne s'est pas posé la question de savoir si effectivement les idées fondamentales de la phrénologie, à savoir le fait que un bout de cerveau correspond à une faculté, on n'a pas remis cette idée fondamentale en cause, parce que cette idée faisait partie du modèle de la conception du cerveau que partageaient la plupart des savants qui travaillaient sur ces questions à cette époque. Là, c'est la même chose. L'idée que les systèmes perceptifs sont isolés faisait partie, c'est en train de changer, du modèle classique partagé par les chercheurs qui travaillaient sur ces questions-là. Alors pourquoi aujourd'hui on commence à le remettre en question? C'est parce qu'on a obtenu un certain nombre d'indices empiriques qui mettent la pression en fait sur ce modèle-là du cerveau. Mais alors, bon, là, du coup, je vous le présente comme ça, je vous le présente un peu à l'envers, c'est-à-dire que je vous dis qu'il y a eu un problème qu'on est en train de remettre en question et je vous présente pourquoi on est en train de le remettre en question. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'histoire de la science, elle se fait dans l'autre sens. C'est plutôt qu'on a obtenu au fur et à mesure un ensemble de résultats qui ne collaient pas, qui étaient pas très compréhensibles. Alors, le meilleur exemple, je vais commencer par la partie droite de la slide ici, les connexions neuronales top-down. Pour vous expliquer la perplexité en fait qui mène à la remise en cause du modèle et de la conception. En fait, on s'est rendu compte, alors qu'est-ce que c'est que les connexions neurales? C'est les connexions entre les neurones dans le cerveau, et c'est dans ces connexions que l'information se transmet. Et on pourrait supposer, du coup, avec le modèle qu'on avait du cerveau, qu'il y avait effectivement beaucoup de connexions neuronales entre les zones et les parties des processus perceptifs et le reste de la cognition, le reste du cerveau, puisque on s'attend à ce que l'information aille dans ce sens-là. Et donc que la perception envoie de l'information au reste du cerveau. Mais dans le modèle, il n'y a pas d'information qui passe dans l'autre sens. Or, il se trouve qu'en étudiant les connexions neuronales du cerveau, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément, voire plus, il y avait vraiment beaucoup, voire plus de connexions dans l'autre sens, c'est-à-dire des connexions qui transmettent de l'information en provenance du reste du cerveau vers les zones qui sont activées au moment de la perception. Mais
Là, du coup, la question, c'est mais à quoi ça sert? À quoi elles servent, ces connexions? Parce que dans le modèle, dans la conception du cerveau qu'on avait, on n'en a pas besoin, en fait. Et donc, ça génère juste de la perplexité. Enfin, au départ, ça génère juste de la perplexité. On a trouvé un truc, mais on ne sait pas trop forcément à quoi ça correspond. Et il faut du temps avant de se dire ah mais en fait peut-être que c'est la conception de base qu'on avait du cerveau qui est mauvaise et remettre en cause quelque chose qui est vraiment très fondamental. L'autre type d'indices qu'on a pu avoir, c'est pour le coup un ensemble d'expériences plutôt en psychologie expérimentale sur l'influence des attentes ou des connaissances, des désirs sur la perception. Alors ça, on a vraiment un paquet. Alors bon, je vous ai mis l'image d'une pièce de 1 euro, c'est parce que il y a des chercheurs qui ont montré qu'un objet qui était désiré avait tendance à être vu plus proche qu'un objet qui n'était pas désiré. Et dans l'expérience, ils font entre autres ils utilisent de l'argent et ils se rendent compte que l'argent, par rapport à un objet à même distance qui n'est pas désiré, est perçu comme étant plus proche du sujet qui passe l'expérience. L'autre exemple de la banane, c'est l'idée que voilà, certains chercheurs ont montré que la couleur typique des objets familiers, et en particulier notre connaissance de la couleur typique des objets familiers, va avoir une influence sur la couleur réelle de ces objets que l'on perçoit. Excusez-moi. Donc par exemple, une banane, voilà, je reprends le fil. Une banane, on sait que c'est jaune. Enfin, la plupart des bananes qu'on a vues dans notre vie est jaune, donc on va s'attendre, si on nous dit banane, à avoir un objet jaune. Et il y a des chercheurs qui ont montré que effectivement, quand on nous donne une forme de banane, quand on nous donne une image de banane, on va la voir un peu plus jaune qu'elle n'est réellement. Donc en particulier, si on nous donne une banane grise, on va la percevoir un peu jaune. Et pour qu'on la perçoive grise, il va falloir que l'expérimentateur compense cette espèce de biais de la perception qu'on a et rende la banane un peu bleue pour que ça se compense et qu'on voit la banane effectivement grise. Donc l'idée de ces indices-là, c'est que finalement, même si on a un certain nombre d'indices qui nous montrent que la perception n'a pas l'air d'être influencée par le reste de nos capacités mentales, en fait, si on les cherche bien, ces influences, on les trouve. Alors, tous ces indices, pour remettre en cause le modèle, ils sont aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, ils sont encore discutés. Il y a une vraie résistance de savoir est-ce que c'est le modèle de base qui est faux et ces expériences-là, en fait, sont des indices qui doivent nous pousser à remettre en cause la conception du modèle, ou est-ce que la conception du modèle que l'on a d'un système perceptif qui est plus ou moins impénétrable est en fait encore utile, encore vrai, ou encore acceptable, et que c'est plutôt ces recherches-là qui sont à remettre en cause. Et ce débat-là, il est difficile à mener parce que, en fait, les recherches que l'on fait sur le monde ne peuvent pas tellement nous aider. C'est presque une décision qu'il faut prendre. Et c'est par l'accumulation des indices qu'on va décider de prendre ou pas cette décision. Alors, je vais finir. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas quelle heure il est. Ah oui, en fait, j'ai beaucoup dépassé, non? Bon, alors, c'est la conclusion. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que la science, l'activité scientifique est guidée par des modèles consensuels partagés par les scientifiques et qui guident les questions spécifiques et la manière dont le scientifique interroge son objet de recherche. Donc, souvenez-vous de la boîte au début de la présentation. La plupart du temps, la recherche ne remet pas en cause ces modèles. Elle a besoin de ces modèles aussi pour avancer et va plutôt chercher à préciser ces modèles. Et puis, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, les modèles ne fonctionnent plus, alors il faut essayer d'en trouver un autre. Ces modèles, ces idées fondamentales, qui sont rarement remis en cause, constituent ce qu'on appelle un paradigme scientifique.
Et donc là, c'est un peu le seul mot technique, philosophique que je vous donne aujourd'hui et qui est un résumé de ce que, enfin, qui parle, enfin, qui est le terme technique de ce que je vous dis depuis le début, en parlant de modèles, en parlant d'idées, de préconception, etc., de conception de l'objet de recherche. Un paradigme scientifique, tous les scientifiques d'un domaine partagent plus ou moins le même paradigme, sauf à des moments critiques, et c'est le cas en ce moment dans le champ de l'étude de la perception, où le paradigme en vigueur fonctionne plus très bien et où il est remis en cause, partiellement ou totalement, par une accumulation d'anomalies dans la science, de résultats qui rendent les scientifiques perplexes, qu'on n'arrive pas à expliquer, etc. Voilà, donc mon but dans cette conférence était de vous faire partager finalement non pas des résultats de la recherche comme la plupart des conférences de la semaine du cerveau, pardon, comme la plupart des conférences de la semaine du cerveau, c'est ça que je voulais dire, mais vous faire partager en fait au quotidien les tensions qu'il existe dans la science, certaines questions fondamentales que la science doit se poser, que la science se pose, et qui enfin voilà, c'était pour dire que la science ne s'arrête pas en fait à un rapport d'hypothèses, d'expériences et de résultats et d'interprétation de résultats avec la nature. Il y a un besoin d'une vraie critique de la science par la science elle-même pour que la science évolue. Et donc, il y a des moments dans l'histoire d'une discipline, et là, c'est le cas, enfin, mon exemple, c'est le cas de la perception en sciences cognitives, où il y a des ruptures plus grandes qui se passent et où les résultats, une accumulation de résultats, nous poussent à revoir une conception plus large du cerveau. Et dans ce cas-là, on peut dire que les résultats ne remettent pas seulement en cause les hypothèses qui ont été à l'origine de l'expérience qui a généré ces résultats, mais qu'ils remontent plus loin dans la chaîne scientifique et que ils remettent en cause le modèle qui était à l'origine des hypothèses. Et voilà, c'est fini pour moi. Je vous remercie pour votre écoute et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Géraldine. Alors effectivement, il y a des questions. Clément, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Alors, Géraldine, pour commencer, il y a des petites questions, on va dire, d'échauffement. À un moment, tu as parlé des cinq sens, quand on perçoit le monde à travers les cinq sens, et on a une petite question d'Armel sur la proprioception. Est-ce que ça fait partie des sens? Est-ce qu'il y aurait d'autres sens que les cinq sens? Une petite question d'échauffement avant d'aller plus loin. Alors, oui, quand je dis les cinq sens externes, il se trouve que là, j'ai, on va dire, centré le questionnement sur le fait que la perception nous donne des informations sur l'extérieur du monde, l'extérieur du corps, ici et maintenant. Mais en fait, c'est une vraie question de savoir, est-ce que quand on parle des sens en général, est-ce qu'on inclut les sens internes, les sens qui nous donnent de l'information sur l'intérieur de notre corps ou sur notre corps en général? C'est tout à fait judicieux en fait d'intégrer ces sens-là dans la perception. Ensuite, en réalité, c'est aussi, enfin, on peut se poser la question. C'est pas si évident que ça, parce qu'on peut aussi se dire qu'il y a des différences entre les sens externes et les sens internes. Et dans l'idée que, par exemple, ça paraît moins problématique que les sens internes soient plus intégrés au reste des fonctions mentales que les sens externes qui sont censés nous donner une information fiable sur le monde extérieur. Ok, super. Donc, Armel, si ça n'a pas complètement répondu, n'hésitez pas à compléter la question. Donc c'est une discussion en cours, donc n'hésitez pas. Je relaye très vite, pareil, je commence avec les rapides, comme ça on peut passer à des questions plus substantielles ensuite sur le fond. Ok, très bien, donc pour Armel c'est bon. On a Marion et Julien qui posent à peu près la même question, qui est: est-ce qu'il y a des conseils de livres, de biblio, voilà. Par exemple, Marion dit que ça a l'air passionnant et que la thèse sera sa prochaine lecture. Est-ce que tu as des conseils de biblio ou de contenu que tu proposerais ou que tu conseillerais? J'ai pas du tout réfléchi
à ça. Est-ce qu'on peut, est-ce que tu pourrais me reposer cette question à la fin? Je vais essayer de faire cogiter ça dans ma tête. Et Très si bien, jamais je ne repose-moi les la trouve question. pas sur le moment, je le transmettrai au moment de la diffusion de la vidéo. Parfait, super. Super. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous que si vous voyez les questions, la première question qui était sur le lien YouTube a été, et la réponse est dans la colonne de tout à droite, où il y a le lien vers la chaîne YouTube sur laquelle il y aura possiblement les conférences de la semaine du cerveau. Une autre question, voilà, une autre question de Jordi, si je prononce bien, qui est par rapport à la subjectivité. Est-ce que la perception d'un individu, elle est par essence subjective, ou est-ce que, alors j'imagine, si je trahis la question, n'hésitez pas à me reprendre. Donc, est-ce que la perception d'un individu est subjective, ou est-ce qu'il y a une sorte de fiabilité interexaminateur? Est-ce que quelque part, il y a une cohérence entre les différentes perceptions, si je prends Okay. cette Alors en question-là. fait, ça, c'est une très très grande question philosophique. Alors merci pour cette question et cette question, elle est vraiment. En fait, je pense que c'est même, je crois, la question qui moi, jeune étudiante, m'a poussée à questionner la perception. Ça, c'est vraiment une question hyper importante en fait, parce que ça change tout de savoir est-ce que ma perception est fiable ou est-ce qu'elle ne l'est pas. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur ce sujet, on va dire en étant un peu succinct, c'est que il semblerait qu'il y a quand même une influence énorme sur la perception. Alors je parle surtout de la vision, et on pourrait parler aussi de l'audition, sur notre entraînement de la perception. Donc, par exemple, alors passons sur l'exemple de l'audition, un musicien aguerri va entendre quelque chose de différent lorsqu'il va entendre une pièce de jazz ou de musique classique qui va être un peu complexe. Il va entendre quelque chose de différent qu'une oreille novice qui ne connaît rien à cette musique, parce qu'elle ne l'a jamais entendue. Moi, je prends l'exemple de mon mari adore le métal. Moi, la première fois que j'ai écouté du métal, j'ai pas compris en fait, j'ai pas entendu la musique. Et puis, par familiarité, en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai entraînement des sens à la perception, au réel, à voir des choses. Et donc, en un sens, on peut dire que ce qu'on perçoit du monde est intimement lié à ce qu'on a perçu du monde avant et ce qu'on sait, à notre expertise, en fait, nos apprentissages. Et donc, en soi, sont particulièrement intimes à chacun. Il y a une spécificité dans la perception qu'on a du monde. À côté de ça, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui se font au niveau du traitement de l'information qui provient de nos sens, qui se font plus ou moins de la même manière chez tout le monde. Donc, l'exemple qu'on donne généralement, c'est que quand on interprète une image, un input visuel, pour interpréter une scène, tout le monde part du principe, dans l'interprétation, le cerveau part du principe que la lumière vient d'en haut. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, ou en tout cas de tous ceux qui ont été testés jusqu'à présent. Et donc, en un sens, il y a des régularités, en fait. Il y a des régularités dans la perception et des spécificités à chaque individu. Alors, en disant ça, on est très loin d'avoir répondu à la question de la différence entre la subjectivité et l'objectivité de la perception. Mais voilà, c'est un premier élément de réponse qui peut-être peut aider. Super. En tout cas, je pense que les questions suivantes vont venir nourrir cette question qui a l'air de nous emmener quelque part. Donc, Jordi, n'hésitez pas à rebondir si la question
est toujours brûlante. En tout cas, il y a quelques questions, notamment celle de Séraphin et celle d'Estelle, qui ont l'air d'aller un petit peu plus loin dans cette question-là, en demandant par exemple, est-ce que notre perception, notre représentation ne dépend-elle pas de notre environnement culturel? Et, pour combiner celle-là avec celle de Séraphin, par exemple, où la question est-ce que l'objet de recherche n'est pas par nature incomplet, biaisé, hérité, donc par exemple de notre culture, de notre éducation. En gros, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir quelque part? Okay, est-ce que notre perception finalement, elle est pas complètement conditionnée par tout ça? Ok, super. Donc là, effectivement, oui, on rentre au cœur de la question et encore plus avec la deuxième question. En fait, la deuxième question, c'est vraiment une question de philosophie des sciences. Alors, je ne sais pas si la personne en question est philosophe des sciences, mais en fait, c'est... Alors, si tu me permets, je vais d'abord répondre à la deuxième et puis ensuite, je vais revenir à la première. Très bien. Non, je viens juste de changer d'avis. Je vais commencer par la deuxième. C'est parfait. Est-ce que notre perception n'est pas finalement aussi impactée par notre culture? Il semblerait effectivement que tous les indices aujourd'hui que l'on a sur l'influence de la perception par nos croyances en particulier et par nos connaissances aillent dans le sens du fait qu'il n'existe pas en fait de perception pure, neutre culturellement du monde. Donc, je répondrai à cette première question en disant, voilà, c'est vraiment la science qui est en train de se faire, et la science qui est en train de se faire nous dit que, en fait, il y a de grandes chances que ce soit effectivement le cas. Il faudrait consolider, alors bon, après je ne suis pas spécialiste de cette question, de la question de l'influence spécifiquement culturelle. Il y a certainement des expériences qui sont faites dans ce sens-là, faudrait aller voir, mais en tout cas, voilà, oui, la science a tendance à aller dans ce sens-là. Maintenant, je reviens à la question de philosophie des sciences. En fait, si je comprends bien, dans l'image que je donne des sciences comme étant un cycle, en fait, de changement de conception, on a une certaine conception de notre objet de recherche, et on est obligé d'avoir une certaine conception de notre objet de recherche. C'est comme l'histoire de la boîte. On est obligé de supposer d'avoir une idée préalable de ce qui va se passer, de ce qu'il y a en face de nous, pour l'interroger, pour avoir les moyens de poser des questions. Mais en fait, ces conceptions seront toujours incomplètes, puisque si cette conception est complète et vraie, en fait, on n'a pas besoin de chercher. Donc, tout ça, ça se tient ensemble. Et ouais, ne serait-ce que pour poser une question, c'est ça, il faut avoir des concepts pour poser la question quelque part, c'est ça? Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, il faut avoir un langage, ce langage, il reflète l'idée qu'on se fait de ce qu'il y a devant nous. Et donc, voilà, la question brûlante, c'est mais est-ce que ce cycle va se briser un jour? Est-ce qu'en fait, on va réussir à avoir une connaissance finale, objective cette fois-ci, de notre objet de recherche ou pas? Et alors là, on peut dire deux choses. La première chose, c'est que si jamais, au bout d'un moment, on arrive à une connaissance parfaite, on va dire, et totale d'un objet du monde, bon, bah, en fait, on a fini toute recherche scientifique sur le sujet. Donc, il n'y a plus d'objet de recherche, de conception d'objet de recherche, parce qu'il n'y a plus d'objet de recherche. On n'a plus besoin de chercher. Bon, ça, c'est une réponse peut-être un petit peu rhétorique. Et puis, la deuxième réponse, c'est une question très, très lourde et très compliquée en philosophie des sciences, qui est de se dire, oui, mais est-ce que ça a vraiment du sens de penser qu'il existe une conception du monde vraie entièrement, là où notre manière de concevoir le monde est de toute façon intrinsèquement humaine et modifiée, enfin, je veux dire, est conceptualisée par nos mots, par la manière dont on a de penser le monde, et donc du coup sera toujours une certaine vision possible sur un monde extérieur et objectif. Là, il faudrait une autre conférence.
Grande question, grande question. Je continue la même discussion. Les questions ont l'air de tourner toujours autour de ce fil de pensée. Donc, je combine deux questions, encore une fois, qui va être un peu le gimmick de cette soirée. La deuxième partie de la question de Séraphin, et puis celle de Madeleine, qui pose quelque part un petit peu la même question, qui est: est-ce que la science est la mieux placée pour s'auto-analyser, quelque part? Et ce qui va un peu dans le même sens, c'est: est-ce que finalement on est condamné, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, donc je le passe un peu en même temps, est-ce qu'on est condamné à être sceptique vis-à-vis des connaissances qu'on a sur le cerveau, et notre perception? Alors effectivement, je vais commencer par l'idée du scepticisme. Non, excuse-moi, est-ce que tu peux me rappeler la première question? Oui, tout à fait. Est-ce que la science est la mieux placée pour s'auto-analyser? Ok. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors, je serais intéressée de savoir quelles idées la personne qui a posé la question avait comme, on va dire peut-être critique vis-à-vis de la science qui se critique elle-même. Qu'est-ce qui ferait que la science ne serait pas bien placée pour se critiquer elle-même? Ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui peut pousser à penser ça. Mais par ailleurs, en fait, effectivement, il y a d'autres disciplines qui ont tout à fait des méthodes et des domaines de recherche qui pourraient apporter un regard nouveau sur la science. En particulier, on n'en a pas parlé du tout pendant la conférence, mais il y a tout un champ de recherche qui s'appelle la sociologie des sciences, où avec les méthodes de la sociologie va venir essayer de comprendre les mécanismes sociaux sous-jacents de l'activité scientifique, donc les mécanismes sociaux entre scientifiques en fait, les mécanismes institutionnels, etc., qui peuvent expliquer en partie le développement de la science dans tel ou tel sens, orientation, dans telle ou telle direction. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, oui, tout à fait. En fait, la science n'est peut-être pas alors, je ne sais pas si si elle est bien placée, mais en tout cas, certainement qu'elle n'est pas la seule à pouvoir avoir un regard critique sur la science. Et après, c'est une grande question de savoir est-ce que la philosophie des sciences doit être considérée comme faisant partie plus ou moins du champ scientifique, ou si non, en fait, justement, la philosophie des sciences est extérieure à la science en elle-même et peut apporter un regard différent sur ce que font les scientifiques. Et ça, après, on parle de distinction de discipline, c'est pas évident. Qu'est-ce qui démarque la science du reste? Grande question. Tu as fini de répondre ou... Et alors, je voulais répondre à la question sur le scepticisme. Parce que effectivement, ce que je dis là, c'est que la science est intrinsèquement, en fait, l'activité de recherche scientifique est intrinsèquement, en partie, menée, guidée par des conceptions du cerveau qui ne sont pas toutes et qui sont en partie liées à une vision que l'on a de notre objet de recherche. Et donc, on pourrait en fait demander beaucoup à nos connaissances et dire maintenant, je ne veux comme connaissance que une connaissance sûre et certaine de comment le monde est, de comment le cerveau est et de comment le cerveau fonctionne. Mais en fait, on peut aussi tout à fait considérer que ce que nous donne la science aujourd'hui, c'est la meilleure connaissance possible, la meilleure méthode que l'on ait pour avoir des connaissances solides. Solide, ça ne veut pas forcément dire mais pas forcément indestructible en tout cas. Ou fausse en fait. En fait, l'idée de cette réflexion sur la science, c'est d'essayer de faire sortir la science d'un schéma de pensée qui se limiterait à vrai ou faux. Est-ce que cette théorie ou est-ce que cette explication du cerveau est vraie ou elle est fausse? Alors, parfois, il y a des choses qui sont par des nouvelles, ce qu'on appelle, vous avez dû en entendre beaucoup parler, ce qu'on appelle les neuromythes, par exemple. Ce sont des pensées sur le cerveau qui sont réellement fausses dans le sens où elles sont trompeuses. Elles nous font croire des choses
qui vont à l'encontre de ce qu'on sait aujourd'hui sur le cerveau. Hmm. Maintenant, est-ce que ce qu'on sait aujourd'hui sur le cerveau, comme tu dis, c'est indestructible, c'est une vérité absolue? Non. Mais c'est mieux que ce qu'on savait avant, et c'est déjà bien. Hmm. Et c'est déjà super. Voilà. Peut-être qu'on va arriver vers les dernières questions de la soirée, ou peut-être qu'il y en a d'autres, on va pouvoir continuer encore un petit peu, mais en tout cas, il y avait plusieurs questions qui pointaient vers l'aspect prédictif, sans doute des gens qui sont eux-mêmes dans les sciences cognitives ou des grands amateurs de sciences cognitives. Donc, il y avait la question de... je vais essayer de retrouver. Oui, la question de Marion, qui rejoignait aussi celle de Jordi. Voilà, notre cerveau est conditionné par nos expériences antérieures. Est-ce que le débat s'ancre dans la thématique actuelle du cerveau bayésien, de la perception qui s'effectue en termes de probabilité? Alors oui, merci. En fait, en lisant mes notes tout à l'heure, quand je faisais la conférence, il y a un moment où je parlais de ça, et puis bon, bah, voilà, dans la folie de l'exposition, ça s'est perdu. L'idée, c'est qu'effectivement, avec les remises en cause, en particulier du fait que ce modèle de la perception comme informateur isolé du reste de la cognition, le fait que ça fonctionne plus très bien avec ce qu'on sait du cerveau, ça a permis l'émergence de nouveaux modèles, et en particulier, effectivement, depuis 20 ans, même plus, l'émergence du modèle du cerveau bayésien, effectivement, où du coup on repense la perception comme étant non plus un transmetteur d'informations de l'environnement externe vers l'intérieur du cerveau, mais comme étant le produit d'une interaction, alors il faudra rentrer dans les détails, comme le produit d'une interaction entre effectivement de l'information externe et un ensemble d'informations internes, en particulier les attentes, en particulier les connaissances. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le développement de cette théorie se fait, et c'est souvent le cas dans les moments de crise, en fait, dans les sciences, dans les moments de crise, dans les moments de débat et de remise en cause du modèle, le développement de l'idée du cerveau bayésien, ou même du predictive coding, pour ceux qui sont familiers avec ces termes-là, se fait en parallèle de la remise en cause du modèle, du modèle initial, de l'idée que les systèmes perceptifs sont isolés. Et du coup, il y a des questions scientifiques qui se posent, qui vont venir un peu mêler ces deux conceptions qui, en fait, si on y pense bien, sont pas tellement compatibles. Et il y a un certain nombre de chercheurs qui vont essayer de rendre compatibles ces idées pourtant très différentes, et qui donc vont expliquer que, certes, la perception, c'est bayésien, il y a la rencontre d'informations internes et la rencontre d'informations qui provient d'informations extérieures, mais que malgré tout, tout ce mix, cette rencontre entre deux types d'informations se fait au sein d'un ensemble de processus qui est isolé du reste de la cognition. Et en ayant ce prisme de lecture, d'interprétation de ce qui se passe dans les débats comme étant « Ah, mais en fait, peut-être que c'est deux conceptions qui s'opposent, mais qu'on essaye de mettre ensemble parce qu'on a envie de garder cette ancienne conception qu'on a du cerveau », on peut se demander si chercher à tout prix une compatibilité, c'est vraiment utile, en fait. Est-ce qu'on a le droit, on a aussi le droit de dire, en fait, la conception du cerveau, même si il y a un ensemble incroyable de recherches qui a été mené avec cette conception-là du cerveau, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, on est en mesure, et on n'était pas en mesure avant. Aujourd'hui, on est en mesure, par l'ensemble des connaissances qu'on a appris depuis, de remettre cette conception du cerveau en cause. Ok, super. Ouais. Comme s'il y avait quelque part une sorte d'inertie où on est toujours un peu teinté des préconceptions. Est-ce que Exactement. si on dit par exemple l'idée d'essayer de localiser des fonctions dans le cerveau, même si est-ce que c'est quelque part un peu un fantôme de phrénologie ou quelque chose comme ça? Alors ça, j'irai pas jusque-là, mais en fait, on peut se poser la question. Est-ce que ces idées des phrénologues d'il y a 200 ans, est-ce qu'il ne reste pas encore des petites graines?
Ouais, alors on va s'arrêter là pour les questions. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais, un message que tu aimerais adresser peut-être aux gens qui nous suivent encore? Merci surtout merci de m'avoir écouté. Alors c'est très étrange de commencer, alors même une carrière, on va dire, puisque je viens de soutenir ma thèse, c'est la première année où j'enseigne aussi, enfin même le premier semestre où j'enseigne. Donc je commence, mes conférences et l'enseignement en totalement à distance avec ces nouveaux outils, qu'on nous offre et bon, bah, voilà, c'est pas facile, c'est très étrange, mais jusqu'à présent, il y a quand même beaucoup de bienveillance et les gens, jouent le jeu. Alors merci de jouer le jeu et d'être là ce soir et bon, bah, voilà, c'était mon baptême, de la conférence grand public et j'ai beaucoup apprécié. Alors merci beaucoup.